Et ce que je vais vous proposer, c'est quelque chose d'assez modeste finalement. C'est un cas que je vais essayer de replacer dans des cadres théoriques et puis essayer de voir comment ça impacte un petit peu ma méthodologie de recherche en thèse. Et je vais essayer de montrer en quoi ce que j'appelle, mais ce qu'on appelle l'enrichissement de prompt, ça devient un choix de conception, un choix de design, y compris donc, le fait de choisir cette technique et ensuite du coup de la paramétrer. Et donc j'ai été particulièrement sensible aux approches qui essayaient de faire le lien entre analyser et concevoir, ou comme tu disais Manuel, qu'un prototype était finalement un mode d'enquête. C'était des choses qui me parlaient pas mal. Alors, mon propos porte donc sur l'enrichissement de prompt et en quoi du coup c'est un acte de design. Tout d'abord, je voudrais placer ma recherche dans l'interstice entre le design participatif et le design fiction. Deux cadres qui sont, je pense, un petit peu en tension sur un point, au sens où dans le design participatif, l'usager est expert de son quotidien, et dans le design fiction, le concepteur, le designer, va produire des supports pour faire réagir le participant, justement pour le sortir un petit peu de son quotidien, pour le mettre un peu dans un état, pas de malaise, mais en tout cas d'exotisme. Dans on va dire la prolifération des supports à réaction qui a pu exister et qui existe avant l'IA, on a des démarches de prospective participative qui font appel du coup à des dessinateurs. Et donc là, on a un projet que j'aime bien utiliser parce que c'est un projet décrit dans un article académique et qu'en plus, il arrive à un résultat à la fois très intéressant et un peu décevant, au sens où des participants ont comme ça pendant des mois essayé d'exprimer leur vision du futur la plus souhaitable possible, et puis on arrive à deux scénarios assez irréconciliables. Et donc les scénarios visuels viennent plutôt illustrer un état de fait. On a un peu du mal à aller plus loin dans la discussion. Et donc ces deux images finalement sont un peu aussi à l'origine de mon projet de thèse. Moi j'utilise l'image de manière globale, mais l'image IA, vous allez le voir, comme déclencheur de conversation sur le futur, au sens de ce que Dewey pourrait appeler une enquête collective, je mets des parenthèses à collective, confronter un groupe à une situation indéterminée pour l'amener à reformuler le problème et les conséquences auxquelles ce groupe fait face, et donc se positionner par rapport à ces conséquences. Je le disais, mon étude s'inscrit dans une typologie un petit peu des supports à réaction. Et là, on a le travail du coup de typologie de Jolivet, Safin et Huron, qui montre comment différents supports peuvent se répartir selon plusieurs phases d'une démarche de design. Donc il y a le pré-design, la phase pivot et la phase générative dans leurs propos. Et on voit d'emblée qu'il y a quand même une disproportion. Donc c'est écrit très petit, mais ce qui est en bas, c'est générer des idées. Donc on voit qu'ils ont moins trouvé de support, de type de support sur la question de générer des idées de manière participative. Et l'IA, l'image IA finalement, pour moi, est une sorte d'évolution du photolangage, du photomontage, au sens où c'est un collage en fait de différents types d'images. C'est une recomposition, et cette recomposition en partie aléatoire et en partie dirigée par le concepteur du dispositif. Dans ce même article, les auteurs identifient un vide à l'intersection de deux endroits assez intéressants. C'est écrit très petit, mais les deux coordonnées qui m'intéressent de vous pointer, c'est d'un côté le participant produit le contenu du projet et conçoit l'outil de représentation. De l'autre, du côté des concepteurs, le concepteur propose un outil ouvert sous forme de kit, éléments assemblés. Et donc les auteurs disent, voilà, nous avons trouvé qu'il y avait un manquement en termes d'outillage de ce côté-là dans les démarches participatives. Et ils écrivent, du coup, nous n'avons trouvé aucun cas où le photomontage est utilisé de façon réaliste. Nous interprétons ce recours systématiquement à l'effet de distanciation comme une volonté à s'opposer aux images réalistes qui sont massivement utilisées pour faire la publicité des projets d'aménagement. Même si je ne vais pas creuser ce point, quelque chose qui me semble intéressant, c'est de se dire, est-ce que l'IA, comme support à réaction, c'est un photomontage, mais réaliste, qui est du coup un peu un oxymore selon ces auteurs. Pour comprendre dans quel contexte en fait, j'utilise les images IA, j'ai un atelier qui a deux phases. La première, c'est négocier l'emplacement des images générées par moi-même sur deux axes, donc futur pas du tout préférable à très préférable, et une image générique à une image spécifique à son lieu de vie, pour
aussi se projeter dans cette vision du futur comme quelque chose qui nous concerne ou pas, avec 3 tours de négociation, donc un tour d'expression individuelle, un tour de mise en commun en termes de groupe, et donc d'un équilibre qui doit être trouvé, et ensuite un tour où un groupe vient challenger la proposition d'un autre. Donc là, l'image est vraiment vue comme un objet de controverse. Et puis dans un second temps, j'invite les participants à générer des images et les évaluer en second. Et c'est là qu'arrivent la plupart des problèmes. Le plus gros problème que j'ai remarqué pour l'instant dans les ateliers, c'est ce que j'appelle un manque d'affordance au sens de Zachlad, puisque ce sont des images qui sont techniquement maîtrisées, mais sémiotiquement très pauvres. On va avoir le participant qui se met en position d'urbaniste total, qui va présenter une image tellement générale que finalement elle ne raconte pas grand-chose. Donc là, on a des exemples d'images produites par les élèves de première STMG de Pascal Mériot. Donc c'est un terrain que j'ai avec lui, où on s'échange comme ça des méthodes, des outils, et j'interviens dans ce cadre-là. Il travaille sur le quartier de Vèze Industrie, à la fois comprendre son histoire industrielle et comprendre les mutations qu'il y a eu dans l'histoire récente en termes de tertiarisation, et puis imaginer une forme de prospective du devenir de ce quartier dans un temps assez court. Donc ces images sont assez différentes des images que je leur ai apportées. Pourtant, la génération arrive bien dans un second temps, après qu'ils aient été quand même plus ou moins, on va dire, acculturés, qu'ils aient eu ce temps de débat autour des images que j'ai pu constituer. Moi, j'amène un photolangage constitué de 90-100 à peu près images IA. Et donc, il y a vraiment une phase de tri, une phase de discussion, une phase de positionnement sur ces images-là. D'emblée, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir que là où on a des plans très larges avec un manque de point de vue humain, un manque de point de vue usager centré, on va dire, moi, au contraire, j'essaye de ramener l'outil vers des situations de vie concrètes, avec des personnages, avec des objets, avec des mobiliers, des situations qui sont interprétables, qui sont ouvertes au débat, pour que le participant, expert de son quotidien actuel, interroge l'usage prospectif. Pour que finalement, on soit au même niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas architecte, donc pourquoi je réagirais à une image comme ça? Ce qui me permet du coup essayer de citer d'autres démarches qui ont remarqué des phénomènes similaires. Des auteurs parlent de fake perfect pour des images qui sont esthétiquement abouties mais qui ferment la conversation. Ça donne du coup une comparaison rapide avec le réel plutôt qu'à une projection vers le possible. On est en mode oui, ça pourrait arriver ou pas, mais c'est assez clos en fait comme conversation. Donc des images qu'ils appellent fake perfect de conventional imperfect, donc des images qui sont peut-être défaillantes par certains aspects, mais qui suscitent du débat, en fait, de la controverse, des échanges, etc. Et d'ailleurs, dans les images que j'ai pu générer, il y a un travail en sous-groupe, mais c'est le même jeu d'images sur les différents sous-groupes. Et parfois, la même image, elle va être placée à des endroits très différents. Il y a une forme d'unanimité dans le fait qu'ils aient choisi cette image parmi 90, mais par contre, il y en a qui vont la trouver très préférable, d'autres qui vont la trouver pas du tout préférable, etc. La question en fait des conversational imperfect, elle a un peu changé depuis le papier de Guridi, parce que les modèles sont devenus très réalistes, comme on l'a dit. Finalement, il y avait dans les premiers modèles d'images, il y avait un aspect presque de pareidolie, quoi. C'est-à-dire c'était tellement une bouillie de pixels qu'on pouvait un peu imaginer ce qu'on voulait. C'était un peu comme les taches d'encre chez le psychiatre. Et là, plus on avance vers le réalisme des images, et plus dur finalement c'est de susciter cette partie d'imagination, cette partie manquante qu'on donne aux participants. Donc, quand moi j'amène des images, qu'est-ce qui se passe? Donc là, dans le cadre du terrain avec ce professeur à Lyon, c'est le commanditaire. Il propose un cadrage du type Vèze, espace productif, des contraintes liées à la classe, voilà, des tables, des chaises, ceci, ça. Et nous posons ensemble, en tant que groupe enquêteur, quel futur préférable pour Vèze. Moi, chercheur, j'offre du coup des dispositifs, des outils, donc cette matrice, des images que j'ai patiemment composées. Et je demande aux participants comment hiérarchiser ces représentations. L'élève en tant que tel, d'abord individuellement, se demande quels usages sont représentés par les images. Ensuite, il les positionne sur la grille. Et en tant que groupe, classe ou sous-groupe, ils sont bénéficiaires et ils peuvent se poser la question
quel débat peut-on avoir sur les futurs, sur ces représentations, y compris sur l'IA elle-même et les biais induits par l'IA. Et le problème, c'est que quand on passe à la génération, ce sont les mêmes actants humains, mais les questions associées aux artefacts bougent un tout petit peu, notamment en fait dans la partie de la génération où l'élève va avoir tendance à avoir un prompt très simple, je vous donnerai des exemples après. Du coup, l'image va être générique. Et la question qu'ils peuvent se poser au moment d'être vraiment bénéficiaire de la transaction, c'est comment la machine a interprété mon idée. Et là, ça casse un petit peu en fait la dynamique collective, puisqu'on revient à quelque chose de très individuel, très personnel, centré sur soi. Et on n'est plus du tout dans la discussion, en fait, on est plutôt dans un usage fermé. Quelque chose qui m'a aidé, du coup, c'est la lecture de la thèse en HDR de Russi, Luigi Russi, avec cette notion de fond. En fait, j'ai l'impression que l'expérience est parasitée aussi par l'implicite que les élèves, les participants ont sur l'IA au sens très large, l'imaginaire de l'IA, qui font de l'activité, des impressions de créativité autonome. Les participants croient qu'elle peut avoir une intention. L'objectivité visuelle, sans précision, elle fournirait quand même le mode de représentation le plus adapté. Une promesse de perfection, elle compléterait le souhait de l'utilisateur, faisant le gros du travail à sa place. Donc on passe d'une fonction d'exécutant, parce que l'IA générative d'image, c'est un exécutant, c'est un peintre sur commande, à j'ai pas d'idée, sois créatif à ma place. Ce qui pose beaucoup de problèmes, en fait, évidemment, pour en faire un outil d'intelligence collective. Et donc on voit qu'il y a des écarts déjà dans les instructions. C'est-à-dire que par exemple, quand un élève, même un peu motivé, demande à une IA, il en arrive à, en 2060, km vert, tel quartier intègre des logements, etc. etc. Alors qu'on voit qu'un prompt image, déjà c'est en anglais, et ensuite c'est un peu plus conséquent, et il y a des termes techniques, etc. En fait, je me suis dit, suite à ces échecs-là, que je devais d'abord systématiser, expliciter mon processus de création de photolangage avant de pouvoir demander mieux quelque chose aux participants. Je ne vais pas vous faire le détail, parce que je vois qu'on est déjà à 13 minutes, mais en gros, je passe par ce qu'on appelle une recherche approfondie qui permet de faire une liste en fait, d'éléments descriptifs qui sont propres au territoire, propres à différents types de futurs, propres à différents types d'usages. Et à partir de là, je génère des prompts par vague de 10 que je classe dans un tableau, et ensuite je fais des tests, et je reviens, et je redemande des choses, etc. Donc c'est un travail assez long. Pour faire un photolangage de 90 images, ça prend à peu près 2-3 jours. Et qu'on s'y connaît. Donc j'en suis arrivé à l'idée que, puisque les participants n'arrivaient pas à faire des requêtes détaillées, il fallait les aider par l'enrichissement du prompt. C'est là où on en arrive à cette proposition, où plutôt que de demander aux participants de refaire mon processus en entier, parce que c'est extrêmement long et il faut s'y former, l'idée c'est de constituer une banque de tokens. Donc les tokens, c'est des éléments qui permettent à un LLM de venir composer un résultat. Ça peut être des syllabes, des mots ou des groupes de mots, en 7 catégories, et 200-300 tokens par catégorie. Ce qui permet ensuite, avec un algorithme de phrases à trous, donc par exemple la personne dit je veux voir le futur à Marseille, bon, on a une localité mais on n'a rien d'autre. Donc il faut inventer une situation, un usage, etc. etc. Et donc dans ce cas-là, l'algorithme va aller piocher dans la banque de prompts en disant pourquoi pas ça, pourquoi pas ci, pourquoi pas ça. Et évidemment, si la personne est très détaillée, et du coup là elle s'efface au profit de la description de la personne. Donc pour l'expérience utilisateur, c'est ce que je viens d'exprimer, j'ai mon idée. Le LLM fait attention à différentes catégories. Si la catégorie est présente, il reformule pour que ce soit conforme au format de diffusion de génération d'images. Si la catégorie est absente, il va chercher dans une banque de tokens. Ce qui me semble change un peu l'expérience et permet de revenir finalement à un débat sur les futurs et les représentations, puisque ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de constituer une machine à s'exprimer sur le futur, mais plutôt constituer une machine à réagir au futur, et à réagir au futur de manière spécifique, locale, pour qu'il y ait du débat. Donc finalement, il faut que l'usager du dispositif se reconnaisse dans l'idée qu'il a exprimée par l'image, mais si elle est complétée, ça peut créer en fait justement de la friction et donc du débat.
Voilà ce que je dis, reconnaître en partie une interprétation possible de son idée, en partie surpris par l'image, se positionne par rapport au changement d'usage, mode de vie suggéré, incite à une requête plus précise. On peut imaginer comme ça quelque chose de plus dialogique. Donc, je n'ai pas pu tester encore le dispositif d'enrichissement d'images en tant que tel en situation d'atelier, mais je peux le faire chez moi. Et du coup, ce que je vois, c'est que si je demande une requête très générique, donc le futur stack, j'ai une image d'une situation spécifique qui pourrait me surprendre si j'étais un participant d'atelier, il pourrait faire débat dans mon groupe. Une autre. Voilà. Et pour dire, quelqu'un qui serait un peu plus spécifique, on aurait quand même une transcription de son idée. Cette idée, pour l'anecdote, c'est l'informaticien avec qui je travaille qui tenait à avoir ce type d'image. Donc on voit aussi la prédominance du cyberpunk chez les informaticiens. Mais pour lui, voilà, c'était un accès presque d'égalité de droit. Et donc pour conclure, j'ai l'impression qu'une transaction coopérative réussie dans ce type de dispositif, ça serait que les participants puissent se positionner face à une image qui les surprend, reconfigurent leur représentation, prennent conscience de leur imaginaire. L'image n'est plus un outil à valider, mais le médium d'une proposition à interpréter. Les tokens locaux ancrent l'image dans un milieu reconnaissable. Et on peut du coup essayer de passer d'images produites pour forcer un consensus, qui sont des images publicitaires, des images de type de projets architecturaux. Finalement, les images de plan large que les élèves, les participants conçoivent, c'est des images assez proches de la pub de projets architecturaux. Donc de passer de ce régime-là à un régime d'images co-construites pour accueillir les singularités. Et enfin, on pourrait se demander de manière plus globale quelle forme de contraintes rendent possible une enquête collective sur le futur. Et je pense que du coup, ce que je fais, c'est ça, c'est essayer de déterminer les contraintes rendant possible cette enquête sur le futur. Donc c'est un peu une forme de méta-enquête pour filer à la métaphore. Merci.